On est avec Pierre-Étienne Bourget, Jacques Boucher et Michael Fortin et on parle des distilleries. Bienvenue à Hôtel Central. Sujet de prédilection. Aujourd'hui, on parle des distilleries. On a 3 invités qui sont impliqués dans le monde des distilleries. Je commencerai par toi. Comment est-ce que tu navigues à l'intérieur de ce difficile processus de la distillerie? Bon, j'ai commencé en 1999 à distiller. Parce qu'on avait initialement parti un vignoble, mon père et moi, puis qui est devenu une cidrerie, qui est devenue une distillerie ultimement, qui a été vendue, qui était dans la région de Lévis. Puis le dernier projet, c'est devenu Distillerie Capcha, là, à Capcha. Okay, merci, on parlera des défis plus tard. De ton côté, comment ça a commencé tout ça? En fait, moi, j'ai commencé sur le projet en 2017. Je suis ancien inhalothérapeute, donc je travaillais dans le système de santé pendant 7 ans. J'ai pris ma retraite. Malheureusement, j'étais déjà très jeune. Il était malade. Il était malade de faire de l'alcool. C'est ça. Et là, je suis tombé en fait sur Jacques et le projet de distillerie qui était en cours. Puis c'est comme ça que j'ai commencé tranquillement à naviguer puis à partir à monter les plans d'affaires, les structures. Il a m'auto-formé en fait au niveau de l'alcool. Donc, je suis parti vraiment de travailler avec les humains à travailler à produire de l'alcool. Pour fonder la distillerie? La distillerie Témiscouata. En quelle année à peu près? 2021. En fait, c'est un peu compliqué parce que c'est échelonné assez longtemps. Donc, en 2015, on a créé une entreprise qui faisait de la recherche et développement pour le sirop d'érable. En 2017, je suis arrivé sur le projet en tant que chargé de projet. Et en 2019, on a attaché le financement pour finalement vendre nos premières bouteilles en 2021. À cause de la pandémie. Quand tu dis que c'est compliqué. Fait que donc, de votre côté? De notre côté, en soi, au Témiscouata, c'est beaucoup d'acériculture. On est une région acéricole. Et l'idée, avec un regroupement de producteurs acéricoles qu'on appelait le Club d'encadrement technique en acériculture, il est encore là d'ailleurs, le club, on a regardé avec l'ensemble des producteurs si on pouvait faire autre chose avec notre sirop d'érable. Et puis l'idée de faire une distillerie, mais nous, en tant que tel, notre particularité, c'est qu'on ne fait que des alcools à partir du sirop d'érable. Et notre membership, si on veut, l'actionnariat, c'est 100% des producteurs acéricoles qui ont tous injecté un peu d'argent dedans pour la mettre sur pied. Okay. C'est un projet, ça a pris du temps, c'est un projet d'1 million. Donc, puis on est comme une quarantaine de producteurs acéricoles qui ont tous injecté un peu d'argent dedans pour la mettre sur pied. On a eu une problématique pandémie, qui n'est pas évidente, mais à quelque part, c'est un peu ça, la distillerie Témiscouata. Un peu avant la pandémie. Non, en fait, on avait attaché notre financement en décembre 2019, puis en février, on nous disait, là, tu t'arrêtes tout, puis on verra ce que ça donne plus tard. OK. Donc là, ça a été comme une année de dépenses à espérer un jour pouvoir démarrer. Est-ce que ça a été difficile de convaincre l'association ou c'est vraiment une impulsion de l'association parce qu'on savait qu'il y avait peut-être un marché pour ça? En fait, c'est un peu des deux. Parce qu'à quelque part, dans la production acéricole, on a des sirops qui sont de table, qui sont vraiment intéressants, qu'on pourrait dire qu'on peut mettre sur nos crêpes, par exemple. Puis, veut pas, la nature étant ainsi, les sirops de fin de saison, des fois, le goût est différent un peu. Ce qui fait qu'on disait, ces sirops-là seraient excellents pour faire des alcools. Donc, essayons de trouver un alcool qui va répondre à notre besoin. Puis, tranquillement, pas vite, mais les producteurs ont embarqué dans cette idée-là. Okay. L'ensemble de la production acéricole à l'époque, via la PEPAC, les producteurs et producteurs acéricoles du Québec, le volume de sirop d'érable de fin de saison, il y en avait passablement en inventaire qui n'était pas commercialisé. Ça fait qu'on se disait que ça peut être un intérêt. Ouais. Bon, on est allé plus loin que ça. On est rendu avec un IGP dans pas grand temps. Oh! D'autres appellations d'origine contrôlée. Exact. Enfin, il me semble qu'on en parle depuis les années 90 d'un affaire. Pas pour le sirop d'érable. Non, mais pour l'acérum. Nous autres, ça va être l'acérum. Comme le cognac, c'est pour la région de Cognac en France, l'acérum, c'est l'acérum du Québec. L'acérum du Québec. L'alcool du Québec fait avec le sirop d'érable du Québec. Ouais. Autrement dit, on ne pourrait pas prendre un sirop de l'Ontario pour faire un acérum. Oui. De ton côté, qui a convaincu qui de se lancer dans l'aventure? Ma femme et moi, on a lancé le projet à mon père.
Puis à un moment donné, on a essayé de le décourager parce que ça devenait gros. Puis les histoires de COVID à travers ça un peu. Parce que nous, on a débuté le projet septembre 2019 là, pour Distillerie Captcha. On a fini par ouvrir officiellement en décembre 2022. Mais Ça avant s'apparente. ça, hein? Ça s'apparente. Ça s'apparente. Fait qu'on a eu des phases où l'un convainquait l'autre et vice-versa. Mais c'est quand même exigeant, là. Ouais. C'est un secteur dans lequel il n'y en aura pas de facile. Est-ce qu'on peut se dire ça? Définitivement. Il n'y aura pas de facile. C'est le cas. Il y a plusieurs belles opportunités, mais il y a plusieurs embûches aussi. Ben, parlons-en là, des défis. Là. Déjà, moi, mon petit doigt me dit que la main-d'œuvre, déjà, y a-tu une problématique ou. Donc, ça va dépendre peut-être des secteurs, là. OK. Il y a en ce qui nous concerne, il y a un défi, mais c'est pas pas le si principal. pire. C'est la main-d'œuvre. Il y a des gens qui travaillent partout. Ouais. OK? Il y a des gens qui travaillent qui occupent des postes que toi et moi, on se dit, il faut être courageux pour le faire. Ouais, tu sais. ouais. Donc, il y a pire que travailler dans une distillerie. La commercialisation. Ouais, par c'est là contre, où est-ce que ça commence. Ouais, ça, c'est plus dans le domaine du défi. Hein. C'est qui va se lancer? C'est qui va me l'expliquer, le fameux problème qu'on a avec la commercialisation, avec la façon dont c'est distribué avec la SAQ, finalement? Je donne la Non, parole. mais je peux attraper la balle Vas-y. peut-être sur une des facettes. Après ça, tu sais, Ouais. bon, on est dans une société qui aime bien qu'on soit très poli, même lorsqu'on fait face à de l'adversité ou des aspects un peu grossiers de Ouais, l'existence. ouais. Donc, dans ce sens-là, je demeure tout à fait poli verbalement et dans mon cœur. J'envoie beaucoup d'amour aux gens de la SAQ qui comprennent d'un sens, je dirais, la souffrance qui font vivre aux distilleries du Québec, spécialement en ce qui concerne la commercialisation dans nos boutiques à nous. Où, comprenons-nous, on fait 100% du travail, les bouteilles ne sortent jamais de chez nous, on reçoit aucun service, sauf le service de laboratoire de la SAQ pour lequel on paye, et la SAQ prélève sur notre travail sa majoration SAQ dans nos boutiques, sans aucun service. Qui est de combien? Il y a plusieurs manières de le verbaliser et de le dire, et c'est facile de se perdre dans les chiffres. là. OK. Et la SAQ fournit sa propre petite calculatrice à OK. l'interne où quand tu rentres ton prix, tic-tac, ça te calculos automaticos tes redevances. Là. OK. Et si j'ai bien compris, d'une catégorie de produits et d'un format à l'autre, c'est pas tout à fait équivalent. là. OK. Mais c'est eux qui te disent qu'est-ce que ça va être. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à rajouter? Dans le fond, le problème, c'est Ouais, que... absolument. Ça, il a rajouté, oui. Non, c'est correct, Ben, j'ai comme ouvert. mais dans- En fait, c'est Ouais. quand on est une distillerie, on produit de l'alcool. Donc, Ouais. nous, on fait de la sérum, on part du sirop d'érable du Québec, on le transforme. Puis un petit peu comme dans tous les secteurs, quand on a un produit, on a quelque chose, on veut le vendre. Donc, il faut faire affaire avec des gens qui vont vendre ton produit, soit qui vont le distribuer, qui vont l'importer. Donc, au Québec, réglementairement parlant, il faut faire affaire avec la SAQ. La SAQ, qui est une très bonne institution, est reconnue partout dans le monde. Sincèrement, on a fait quelque chose de très bien au Québec, c'est la SAQ. Franchement, au niveau des redevances, ça revient au niveau des coffres de l'État. La petite carte Inspire, c'est niaiseux, mais c'est la plus grande base de données qu'on a au monde sur la consommation d'alcool d'une population. On a fait quelque chose de vraiment très bien. La contrepartie, quand on est petit producteur, c'est qu'il faut absolument transiger comme si on était des gros producteurs. Comme si on était, oui. bon, on va dire, pas nommer des marques non plus, c'est pas ça le point, mais à gros volume. Donc, comme là, on parlait de majoration sur place, pour 10 bouteilles, ça fait une différence énorme sur nos revenus. Mais à 1 million, c'est pas la même réalité. OK. Donc, l'enjeu qu'on connaît aujourd'hui, puis bon, on a des récents débouchés aussi là, au niveau de gestion de l'offre. On commence à regarder qu'est-ce qui va aller sur les étagères ou pas. Je pense que c'est un travail qui est nécessaire, c'est un mal nécessaire, sauf qu'est-ce qu'on commence à se rendre compte avec le temps, c'est que le marché, la distribution est peut-être pas autant adaptée qu'elle devrait l'être pour les petites entreprises du pays. Il ne faut pas oublier non plus qu'est-ce qui apporte de l'argent et de la richesse à ton pays, c'est ton PIB. C'est tes entrepreneurs, c'est tes entreprises. Puis tes entités-là doivent continuer parce que c'est ça qui va faire que nos enfants vont avoir des travails, vont pouvoir avoir des revenus. L'enjeu qu'on a présentement, c'est encore un enjeu de loi. Donc, il faut absolument transiger avec la SAQ. Franchement, j'ai pas de problème du tout à transiger avec eux. S'ils commencent à rentrer des produits, il faut que ça sorte, il faut que ça rentre, c'est parfait, aucun problème. Sauf que la réalité que nous, on a à l'interne et que toutes les autres distilleries, parce qu'on est réunis au travers d'une association, et la problématique je pense qu'on est pas loin de 90 distilleries autour de ça,
on revient toujours au même point. Puis c'est que la société prélève beaucoup, la société d'État, donc la SAQ prélève beaucoup au niveau des bouteilles par rapport à ce qui revient dans les poches des entreprises. Puis c'est pas un problème qu'on trouve une solution demain matin. Puis la preuve, c'est que, depuis 2016, on a une association, on revendique encore la majoration sur place, les ventes dans les foires, bref, tous ces points-là. Puis c'est pas que ça avance pas, parce que le projet avance, les mémoires se déposent, sauf qu'on tombe avec plusieurs paliers de gouvernement, on tombe avec une grosse structure. Puis encore une fois, je le répète, on a fait quelque chose de très bien. Puis comme au Québec, on construit des grosses structures, des grosses entités qui sont capables de faire de la bonne distribution. Puis là, on parle de la SAQ, mais l'UPA a fait un peu la même chose avec la PPAQ aussi, avec les producteurs acéricoles. Donc, on a encore une entité qui est là, mais je pense qu'il va y avoir un petit remodelage, il va falloir qu'il se refasse ou trouver une façon de faire en sorte que les entreprises puissent vivre, en fait, parce que les entités régionales, on en a besoin. Les distilleries, c'est le fun que ça existe, puis j'aime le concept, puis je sais c'est quoi tout, tu sais. Les distilleries, c'est le fun parce que il en faut, tu sais. Imagine un monde sans distillerie, tu sais, le monde serait comme « Ah, non! » Mais en même temps, tu sais, il y en a juste assez, tu sais. Parce qu'imagine un monde trop de distilleries, tu sais, le monde serait comme « Ah, trop de distilleries, tu sais. » Et c'est bénéfique pour l'économie. Maintenant, si je me fie à mon expérience puis le fait que je sais c'est quoi une distillerie, je dirais que ça crée des emplois. Pas beaucoup, pas assez, juste le bon nombre d'emplois, mettons. Puis le monde, mais ils achètent. Ben oui. Parce que si c'est quelque chose qui existe, le monde y en achète. Peu importe t'es où, mettons que tu sois quelque part ou à une autre place, quand il y a une distillerie dans les environs, c'est comme « yes ». De plus en plus en passant, hein, parce que avant ça existait, mais là ça existe encore. Je sais pas si je dirais plus ou moins, mais c'est sûr qu'il y a une constance dans le fait que je sais c'est quoi, tu sais. Puis j'ai tout le temps su, puis je vais tout le temps savoir, mais ce que je veux dire, c'est que les distilleries, ça existe, c'est le fun que ça existe, puis je sais c'est quoi, puis c'est le fun que je sais quoi. Il est possible que les gens à la maison aussi peuvent se dire « Ouais, mais il me semble qu'il y en a beaucoup des distilleries au Québec. Est-ce que c'est une perception ou il y en a vraiment et ça a poussé comme des champignons? Il y a beaucoup de Tim Hortons aussi. Tu sais. Ouais, il y a beaucoup d'affaires. Là. Ouais. Je pense qu'il y aurait de la place pour que tout le monde puisse vivre. OK. Par contre, c'est ça. Quand tu regardes les gens qui rentrent à la SAQ à toutes les fins de semaine, là, puis qui ressortent avec leurs bouteilles, puis tu regardes ce qu'on produit collectivement, les petites micro-distilleries, c'est fait. C'est pécadille à comparer à ce qui peut se vendre en bouteille d'alcool par la SAQ. En bouteille d'alcool ou en bouteille de vin? Vin et compagnie, alcool et compagnie. Okay. Parce que c'est vrai qu'on pourrait même déduire les vins, mais remarque... Va devant une SAQ, puis regarde les gens, puis tu vas voir qu'ils s'en vendent de l'alcool. Là. C'est pas... Ouais. Mais très souvent, la bouteille de Dekeeper va sortir, mais en réalité, il y a du gin local qui est super intéressant, puis que dans le fond, on n'en a pas fait la promotion, puis les gens du milieu ne le connaissent pas, puis si tu lui dis que c'est local, je savais même pas que c'était local. OK. Fait que il y a un gros travail à faire de ce côté-là, puis je veux dire... J'espère qu'avec le temps, à un moment donné, ça va être un travail aussi collectif qu'individuel pour en arriver à faire connaître les produits de chacune des microdistilleries. Fait que le problème qui avait été énoncé, entre autres par l'association, c'est que là, dans les SAQ, on pouvait se retrouver avec une tablette qui avait littéralement une bouteille de gin, une à côté de l'autre, qui provenait de différentes distilleries, puis qu'il n'y avait pas... une plus grande structure, une façon plus structurée de faire la commercialisation de ces produits-là. Je reviens à ça. Je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple simple. Lors du temps des fêtes, il y a un marché public à Québec. Ouais. Les microdistilleries sont invitées à se présenter. Alors, on n'a pas le droit. Tu viens, je te fais goûter mon produit, j'ai pas le droit de t'en vendre une bouteille. Ouais. Donc là, il faut que tu partes, tu ailles dans une SAQ, aller la chercher. Si tu arrives dans une SAQ puis qu'elle n'est pas dans la tablette,
qu'est-ce que tu fais? Tu prends un autre produit. Ouais. Ou carrément, j'ai un producteur qui, lui, il est allé dans sa SAQ, il a demandé notre acérum. La SAQ l'a fait venir, il a emmené sa bouteille, puis il a chargé 15$ de plus de transport. Ben voyons. Parce que il dit on le tient pas ce produit-là. Fait qu'il a dit ben j'aimerais ça vous teniez le produit puis tout. Puis en réalité aujourd'hui je pourrais pas dire que dans cette SAQ-là ils en ont pas, mais je peux te dire par contre que le producteur était fru. Hein? Ben oui, c'est sûr. Non. On a rencontré 26 directeurs de succursales. Ils connaissent nos produits, ils aiment nos produits, ils attendent nos produits. Je fournis les produits à la SAQ. Ça fait 75 jours. J'attends encore qu'on m'envoie le email pour que je puisse envoyer mes bouteilles au laboratoire. OK, donc... Je respire. Ouais. Donc, tu peux pas effectuer ta Non, vente, tu es tu obligé peux pas. d'attendre après le Tu peux pas dire système. suivi, téléphone, appel, email. OK. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs volets. En fait, là, c'est deux choses différentes. Ouais. Parce que c'est sûr que quand on traduit avec la SAQ, Ouais, différent et semblable. semblable aussi, mais quand on traduit avec la SAQ, c'est ça. Eux, ils vont passer une commande. Ouais. Donc, nous, on dit, on va fournir la commande. Ah oui, mais il y a un Donc, on produit processus le avant processus. qu'ils puissent On passer envoie la ça, commande. ensuite, le laboratoire. Donc, il y a quand même un long temps qui se fait là-dessus. Mais si on en revient, par contre, aux produits là, qu'on a sur les tablettes, les multiples produits, là, je pense que ce que je voulais en venir, c'est de dire qu'il y a comme 150 gins au citron sur la même tablette. Là. C'est peut-être plus ça, mais... Tu sais, moi, personnellement, puis ça, c'est vraiment personnellement, c'est même pas la distillerie, on n'aura jamais trop de produits du Québec. C'est aussi simple que ça. Le problème qu'on a, c'est pas qu'il y ait 150 gins qui sont au citron ou de 150 vodka ou 150 acérum. C'est qu'il faut absolument, pour être une distillerie au Québec, que tu vendes dans les 15-20 000 bouteilles pour être rentable. C'est ça le problème. C'est pas qu'il y en ait 150 des produits, c'est ton seuil de rentabilité. Ouais. Si la majoration, où on trouve un moyen qu'on peut se donner une chance, nous, en tant que société, que nos entreprises puissent prospérer, puis que notre seuil de rentabilité, au lieu d'être à 20 000, il est à quoi? 8 000, 5 000? Là, c'est plus du tout la même réalité. Ouais, je comprends. Là, puis même là, ça va être encore ardu d'être capable d'aller chercher, sauf qu'aujourd'hui, on ne sera pas dans la même réalité où on tombe avec le 3/4 des distilleries qui sont en faillite technique. Là. Être propriétaire d'une distillerie, ou en tout cas travailler dans l'engrenage d'une distillerie, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que moi. J'aime le gin, par exemple. C'est énorme. Là. Il y a ces aspects-là, légaux, entre autres, de distribution avec la SAQ, mais il y a la mise en marché, il y a la commercialisation, le marketing. On parlait des employés tantôt. Quelqu'un qui aime juste distiller, là, puis qui s'en va là-dedans, Ouais. tu vas découvrir des nouvelles réalités de l'existence. Ouais. Qu'est-ce qui est ta partie préférée, toi, là-dedans? En fait, quand je suis tombé sur le projet, je sortais de l'hôpital, donc j'étais inhalothérapeute. De toute mon adolescence et jeune adulte, j'ai toujours aimé l'alcool. Franchement, j'ai toujours aimé les spiritueux, la bière aussi. Quand que j'ai eu une chance incroyable de tomber sur un projet qui s'en venait de faire des spiritueux avec du sirop d'érable, J'imagine donc. j'ai dit, let's go, on y va. Donc, auto-formation en 1 an. On a fait T'as été courageux parce que la marche était haute, là, j'imagine. Très haute, très Tout haute. ce que t'avais à apprendre. Oui, quand même. La seule chose que j'avais tué, c'était Microsoft Word, puis là, après ça, Excel, plan d'affaires, T'as plan dû découvrir financier. des petites affaires, toi aussi, en vitesse Ouais, mais il y accélérée. avait l'alcool avec. Ah, ouais. Mais c'est ça. Puis là, en fait, en 1 an, t'apprends à faire de la bière, du vin, des spiritueux. Puis en fait, au travers de tout ce processus-là, écoutez, j'adore mon travail, je fais de l'alcool, je peux pas me plaindre, je fais de l'alcool, j'adore ça. Mais il y a un autre volet qui est encore plus important, puis en fait, c'est Jacques qui m'a donné cette maladie-là. Ça s'appelle la maladie du développement. OK. C'est du développement économique qu'on fait avec nos distilleries. Puis, tu sais, la distillerie, on l'a mis à Eau-Claire, au Témiscouata. On est 440 habitants. On est rendu à 1,5 million, 1,6 million d'investissements. On a une distillerie, on a une machine, on a fait une usine, en fait, carrément, dans une petite municipalité. Wow. Puis cette petite usine-là, elle utilise le sirop de nos producteurs pour en faire un spiritueux qui vont être vendus à la SAQ et partout dans le monde. On a commencé à placer des petites bouteilles un peu en France et en Allemagne. C'est le temps qui va nous le permettre. c'est ça. Puis, tu sais, l'alcool, moi, je l'aime, puis je la produis, puis distillé, écoute, c'est assez plaisant. Tu portes ta grosse machine, puis il y a du beau petit liquide clair qui sort à côté, puis tu goûtes, puis c'est super bon. Sauf que la retombée de ça, c'est encore plus enivrant. C'est de voir la force que l'entreprise peut avoir, la force de mettre un bâtiment, de jusqu'où tu peux aller. Puis, tu sais, c'est ça, on a une réalité qui est difficile avec la mise en marché au Québec, puis c'est dommage parce que c'est justement ça que ça empêche. Ça empêche d'aller chercher de donner du travail à nos gens, ça empêche d'aller chercher plus de sirop à nos producteurs pour la... Tu sais, c'est tout ce volet-là qui est plus décevant, je vous dirais, au travers. Puis on s'entend que de travailler, comme par exemple dans le cas du sirop d'érable,
avec un produit du terroir local, avec une IGP potentiellement, ça a le potentiel, au-delà d'être un moteur touristique pour votre région, ça a le potentiel d'être littéralement un ambassadeur incroyable. Il y a une pour grande le fierté, Québec. il y a une grande fierté dans C'est toutes nos super. localités, c'est sûr. Là. Puis je veux dire, c'est de faire un produit d'excellente qualité avec quelque chose que, mettons que c'est pas mauvais, mais c'est pas le sirop d'érable que tu préfères mettre sur tes crêpes. Il y a quand même- C'est une super valorisation. C'est ça C'est ça. l'idée d'une valorisation, de développement durable, d'une certaine réutilisation de. OK. C'est ça. Puis je veux dire, c'est comme ça l'a parti, puis on va aller loin dans ça. Ce qu'on aimerait en réalité, là, c'est que on a travaillé longtemps pour pour développer l'assainissement de la tubulure, de la sériculture, l'assainissement de tout l'ensemble de la tubulure. Si on monte dans les années, au début des années 2000, ça se faisait avec le chlore. Ouais. On a travaillé fort, le club, pour faire en sorte qu'on puisse aujourd'hui utiliser l'alcool isopropylique. Mais si demain matin, on était capable de s'assainir à partir de notre propre alcool, as-tu pensé le circuit court local qu'il pourrait y avoir? Puis ça pourrait être fait pour chacune des micro-distilleries du Québec. Magique. Ça fait que là, on donnerait même un bonus à toutes les micro-distilleries chez vous. Je veux dire, s'il y en a des producteurs acéricoles. On pense à tous les C'est vrai que bouchées si du demain possible, matin- hein, de manière créative. C'est ça. Ouais. Mais là, il y a un Mais pour le producteur, il va falloir qu'on accote les prix qu'il était quand même habitué de payer ou qu'il y ait Ouais, un mais système pour aider ça. tu sais. On va s'entendre que tu ne feras pas son alcool d'assainissement avec son sirop qui vend 3 piastres le livre. Qui est un des sucres les plus chers au monde. Exact. C'est... Par contre, je veux dire, si demain matin, on va chercher ce qui ne commercialise plus sur la fin de la saison, et même si, mettons que c'est rendu à un brick, ça coule encore, mais donc c'est beaucoup de choses, puis c'est pas le meilleur sirop S'il à veut faire. bien le produire, parce qu'il y a des C'est ça. charges à Mais produire si ça aussi. demain matin, même si tu le produis, le producteur n'a pas le droit de l'utiliser à court terme. Parce qu'à quelque part, comme tout bon produit, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, le MAPAC et compagnie doivent donner leur accord. Ça fait qu'il y a un gros travail à faire avant d'en arriver là. Ce qui fait que, je veux dire, la distillerie chez nous a démarré avec des producteurs acéricoles. Puis là, on a un excellent produit. Puis j'imagine qu'avec le temps, on aimerait bien gros développer l'alcool d'assainissement. Mais je veux dire, il n'y a que de travail avant d'y arriver. Puis- c'est encore à l'étape de rêve, comme en 2015, hein, qu'on disait, là, on va commencer par se mettre une distillerie sur pied. Parce qu'initialement, le but de ça, au début, c'était ça, l'alcool d'assainissement. Ah oui. Mais OK. sauf qu'on ne peut pas Ah, penser ouais. travailler là-dessus C'était si tu l'idée n'as même initiale. pas une idée, Ouais. puis tu ne sais pas où puis comment ça Ouais, se ouais, produit, ouais. de l'alcool. Quand on parle de sirop d'érable, c'est vrai, ça goûte pratiquement pas l'érable. C'est ça qui est spécial, parce que le vrai goût de l'érable, c'est l'acérum. Quelqu'un qui goûte un acérum Ouais, blanc, OK. c'est ça le vrai goût de l'érable. Ouais. Sauf qu'est-ce qui fait que le sirop d'érable goûte le sirop d'érable? C'est le sirop. Donc quand on va le transformer, on part du concentré, ensuite on va le faire bouillir. Puis il y a une caramélisation qui va se faire quand on le fait bouillir. Puis c'est cette caramélisation-là qui apporte l'épaisseur, la concentration de sucre, puis les saveurs du sirop d'érable. Sauf que quand on va le transformer, on va tout enlever le côté cuisson pour revenir au végétal, donc au concentré. S'il y a des acériculteurs qui écoutent l'émission, bon, ils pourraient définir vraiment que ça goûte pas loin du concentré. Même il y a des petites finesses d'eau d'érable au travers. Mais c'est ça qu'on est capable de retrouver quand on va les distiller. Mais je ferai la comparaison avec les cognacs. OK, c'est produit en France. J'ai pas le droit d'en produire au Québec, un cognac, mais si tu vas t'en acheter, tu vas voir qu'il y a des variantes entre le VSOP, ils ont tous leurs caractéristiques. Bien, j'imagine qu'avec le temps, les assurances vont être comme ça. Ça va devenir, ça a le potentiel d'être la même affaire. Puis toi, comme consommateur, tu vas dire je préfère le VSOP ou que, bon, etc., etc. Tu vas acheter ce que toi, tu préfères, mais ça ne veut pas dire que monsieur à côté va préférer celui-là. Mais l'important, c'est que ce soit toujours québécois. Et 100% à Québec. ce niveau-là, d'ailleurs, je vous félicite parce qu'on se demande souvent comment développer la fierté québécoise, l'appartenance. En fait, la fierté et l'appartenance est dans un verre. Elle est ici. Merci beaucoup du travail que vous faites. C'est très apprécié. Ça fait plaisir. T'as bien dit ça. Andréane, yes! Regarde-moi ça aujourd'hui, Regarde-moi le beau ça. rouge. Là, on parle-tu de rouge aujourd'hui? On va parler de vodka, fait que de blanc translucide à place. Ouais, mettons. OK, fermenté, pas Ouais, pire. OK, on va là-dedans. OK. La distillerie Chopin en Pologne vient de lancer la plus vieille vodka au monde. Selon toi, quel âge? Très bonne question. Je dirais 20 ans.
30 ans pour cette vodka-là qui vient d'être lancée sur le marché, qui n'est pas du tout abordable. C'est une distillerie de luxe, la distillerie Chopin, en Pologne. C'est de la vodka à base de patates, donc la vodka très basique, mais de luxe. C'est 1000 bouteilles uniquement qui ont été créées de cette fameuse vodka, vieillie dans de l'acier neutre, donc ça n'a pas altéré trop le goût de la vodka, ni son look transparent. C'est un look, ça, être transparent, je crois. Clairement. Oh, ouais. Et là, regarde bien les saveurs de cette vodka. On parle de pommes vertes fraîches, de vanille, de pamplemousse subtil, et ça se termine, subtil, moi c'est ce que j'aime, et ça se termine sur des notes de poivre blanc et de coriandre. Oh, magnifique. Pour vrai, entre toi et moi, quand on boit de la vodka, est-ce que tu es capable là, de sentir toutes ces subtilités-là, toi? Ben, moi, j'ai comme un pouvoir de super-héros. Fait que là, oui, mais je comprends qu'on comprenne pas, par exemple. Ça, je le comprends. C'est quand même intense. Ça a été mis en bouteille dans une carafe en cristal, un cristal qui provient des plus hautes, de la plus grande qualité des mines en République tchèque. Donc, ça explique aussi le montant de la bouteille que je vais te dévoiler dans quelques secondes. Chaque boîte comprend aussi un livre spécial qui relate l'histoire de cette distillerie-là. Et on inclut aussi 2 pics à cocktail qu'on a ornés de perles parce que les perles représentent 30 ans de mariage. 3000 pièces. C'est ça que ça coûte pour une bouteille de vodka de 30 ans. Ouais, mais si tu l'échappes à terre, par exemple, il te reste des pics à cocktail. Tu sais, c'est ça qui est pratique, Regarde, finalement. c'est pas magnifique. Ben oui. Par contre, mettons que tu me dis, Andréane, j'ai envie d'en avoir une bouteille, je veux m'en commander une. Oh là là, mon ami, attelle-toi. Il faut que tu te rendes sur le site web de la distillerie Chopin, que tu racontes dans un formulaire, que tu racontes ton moment Chopin ou comment tu comptes utiliser la bouteille de 30 ans. Eux autres reçoivent ça. Ils décident si tu mérites une bouteille. Si c'est le cas, ils vont te renvoyer un lien sécurisé. Tu te rends sur le lien sécurisé et là seulement tu peux commander ta bouteille. OK. Il faut que tu veilles en sapristi, là. Faut que tu aies des amis littéraires. C'est une autre façon. Aussi. Hey, non, mais c'est tout un projet. Seulement 1000 bouteilles en circulation, donc si ça t'intéresse. Si jamais c'est hors de prix pour toi, 3000 pièces pour une bouteille de vodka, et ça serait comprenable, j'ai envie de te parler de 3 autres alcools particuliers que tu peux te procurer. Mais je pense qu'il faut être un petit peu courageux, en fait, pour décider de boire ça. D'abord, connais-tu l'alcool de mouette morte? Ah, tu vois, non, ça c'est rare, mais non, je n'ai jamais entendu parler de ça. Alors, c'est un breuvage qui a été créé pour affronter le froid. Ça se passe au pôle Nord. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend une mouette morte qu'on insère dans une bouteille. On met ça au soleil, on laisse ça fermenter. Puis ça crée un alcool que les gens au pôle Nord boivent pour se réchauffer. C'est vrai, ça. C'est vrai. C'est pas de farce. OK. J'ai pas apporté de dégustation parce que je voulais qu'on se rende à la fin de notre journée en vie, toi et moi. Il existe aussi de l'alcool de serpent venimeux. Oui, ben oui. Ça, tu connais ça. C'est surtout en Asie, en fait. Au Vietnam, notamment, on fait macérer des serpents venimeux dans l'alcool. Puis, le venin de serpent est dénaturé par l'éthanol, ce qui fait qu'on peut le boire sans problème. On fait de l'alcool avec des serpents, mais aussi avec des scorpions, avec des lézards. C'est tout fabriqué sur le même principe. Et je termine avec un dernier alcool. Connais-tu l'alcool aux 3 pénis? J'en raffole. Alors, c'est une boisson alcoolisée à base de riz fermenté et de pénis de phoque, de pénis de chien cantonais et de pénis de cerf. Il y a des vertus aphrodisiaques et thérapeutiques. Ben, manifestement, je veux dire, tu sais, quand on met des pénis dans de l'alcool, c'est évident. C'est évident. Je vais te laisser conclure là-dessus. Moi, j'ai tout donné déjà. Ben, écoute, merci. Ah, on va s'en aller à la maison en pensant au pénis fermenté.